l'école est heureuse d'accueillir François Pachet, qui est donc directeur du laboratoire de recherche de Spotify. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Spotify. C'est un service de streaming musical qui comprend un catalogue de plusieurs dizaines de millions de titres et qui couvre tous les genres de musique et qui compte plus de 170 millions d'utilisateurs dans le monde. Je sais que certains d'entre vous sont utilisateurs de Spotify. Donc François Pachet est diplômé de l'école des Ponts et de l'université Pierre et Marie Curie où il a obtenu son doctorat et où il y a également enseigné. Il a travaillé également chez Sony où il a dirigé le laboratoire de recherche à Paris qui lui a permis d'explorer et de créer de nouveaux liens entre musique et informatique et de multiplier les inventions et les expérimentations. François Pachet a publié de nombreux articles sur l'intelligence artificielle et l'informatique musicale. Il a été élu membre de l'EURAI, qui est l'Association européenne de l'intelligence artificielle, en 2014. Et en 2017, il a reçu le titre de docteur honoris causa de l'université brésilienne de Pernambuco. Mais François Pachet est lui-même musicien, donc il est guitariste. Il a composé et publié plusieurs albums. Il vient également de faire paraître un ouvrage qui s'appelle « Histoire d'une oreille » et qui est un voyage inédit dans la musique du XXe siècle. Donc on parle beaucoup d'intelligence artificielle comme un enjeu scientifique majeur. Ainsi, en mars dernier, un rapport comprenant des propositions a d'ailleurs été remis par Cédric Villani au gouvernement pour définir une stratégie nationale et européenne. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'invite dans tous les grands champs de la société. Donc santé, environnement, transport, finance. Aujourd'hui, nous allons découvrir son apport dans la culture et plus précisément dans la musique. La musique qui a connu de nombreuses évolutions et révolutions technologiques et qui a permis de la faire évoluer. Et l'intelligence artificielle lui ouvre aujourd'hui une nouvelle perspective. Et donc cette conférence va nous permettre de découvrir son travail autour du développement d'outils pour aider les artistes dans leur processus créatif. Donc la conférence durera 45 minutes et sera suivie ensuite de 30 minutes d'échange avec vous dans le cadre de questions-réponses. Voilà, donc merci beaucoup d'accueillir François Pachet. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très impressionné de voir d'abord autant de gens à cette heure où normalement on va déjeuner, donc merci d'être venu. Je me souviens de l'Amphicaco rue des Saints-Pères en 84, 5, 6 et 7, puisque je suis resté 4 ans au pont, parce qu'à l'époque, au milieu, on pouvait faire ce qui s'appelait un stage long. Donc j'ai fait un stage long, je ne sais pas si c'est toujours. Je m'ennuyais. Et je me suis dit, c'est l'informatique, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait des mainframes, c'était pas Linux, c'était Multics. Enfin bref, il y avait rien quoi. Et je suis allé 1 an dans une boîte faire de la génération de code, enfin des programmes qui généraient des programmes en COBOL. Et ça m'a dégoûté définitivement de l'informatique traditionnelle. Et là, j'ai voulu faire du russe, puisqu'il y avait à l'époque un prof de russe qui s'appelait Georges Chardon, qui était extraordinaire. Et au dernier moment, j'ai vu une annonce pour le DEA IARFAG, qui s'appelait IARFAG à l'époque. C'était un DEA qui s'appelle Master. Aujourd'hui, DEA, c'était les premières années de thèse. Conjoint avec les ponts Paris 6, Jussieu et je ne sais plus trop quoi. Et il y avait là des gens, Jean-François Perrault, Jean-Louis Laurière, qui est mort aujourd'hui, qui était un grand génie, Jacques Pitrat. Et des gens qui s'intéressaient à l'IA, et tout d'un coup, l'IA, ça rendait l'informatique vraiment beaucoup plus intéressante. Et là, j'ai fait ce DEA en même temps que la dernière année des ponts, en 87. Et puis là, après, j'ai continué à faire de l'IA. Mais il faut savoir qu'à l'époque, l'IA, c'était un truc assez naissant. Pas beaucoup de gens en entendaient parler. Et l'IA, c'était pas l'IA qu'on appelle l'IA aujourd'hui, qui est surtout l'IA des réseaux de neurones, qu'on appelait à l'époque subsymbolique. C'était plutôt l'IA dite symbolique, c'est-à-dire la logique des prédicats, les systèmes experts, les moteurs d'inférence et les problèmes de programmation et de logique qui étaient liés à tout ça.
Et donc j'ai fait de l'IA dans ce domaine-là, j'ai fait une thèse, et ensuite je suis devenu maître de conférence, comme vous l'avez dit, mais c'est pas pour faire mon CV, c'est pour dire comment j'en suis arrivé à faire de la musique. Mais donc en toile de fond, je faisais du jazz et de la musique, et j'ai toujours été fasciné par les problèmes de musique assez simples et fondamentaux, qui sont grosso modo pourquoi moi qui suis né dans les années 60, je suis donc beaucoup plus vieux que vous, c'est vraiment très 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 déplaisant, mais donc 64 je suis né, même. Ça vous saurez tout, l'année où Hard Day's Night des Beatles est sorti, et toutes ces musiques des années 60, 70, 80 ont marqué beaucoup ma génération, même celle de mes parents. Je ne sais pas si la musique aujourd'hui change la vie des gens comme elle l'a changé à cette époque-là. J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, j'étais fasciné par la question pourquoi je suis fasciné par la musique. C'est une espèce de méta-question. Pourquoi j'aime tel morceau et pas tel autre. Et donc tout ce que j'ai fait en IA, toujours été un peu lié à ces questions un peu d'enfant. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous parler un peu près de ce que ça a donné, donc notamment d'un projet que j'ai fait qui s'appelle Flow Machine, qui est un projet qui a duré 5 ans, entre 2012 et 2017. Donc, je suis désolé, les slides, j'ai fait ça très très vite parce que j'ai un problème de Mac, mais normalement, il faudrait marquer Flow Machine. Un projet qui a été subventionné par l'ERC. Donc, si vous faites de la recherche, l'ERC, c'est fondamental, European Research Council, qui est un organisme de subvention de la recherche européen, qui donne des bourses très généreuses de 2,5 millions d'euros à des chercheurs un peu qui font des choses un peu originales. Voilà. Donc ça a été une grande chance dans ma vie. Pendant 5 ans, j'ai pu faire ce que je voulais et constituer une équipe et m'intéresser à la problématique du style en musique. Et qu'est-ce que c'est que le style en musique et en littérature et comment le représenter dans une machine et comment générer des choses qui sont stylistiquement qui imitent stylistiquement des corpus, etc. Et ça a donné lieu donc à un projet dont je vais vous parler un peu. Et à la fin du projet scientifique, comme on avait des bons résultats, on avait fait plusieurs choses que je vais évoquer, j'ai décidé de faire un album de musique. C'était un grand fantasme depuis que j'étais enfant, donc j'en savais profiter, de faire un album qui s'appelle Hello World, donc qui est sorti en vinyle, mais je ne l'ai pas ici, mais sinon vous le trouvez sur toutes les plateformes. Et dans lequel plein d'artistes ont utilisé les techniques qu'on avait faites pour faire des chansons diverses. Il y avait du Stromae qui fait du pop, il y avait des musiques électroniques, comme on dit, un peu de jazz, etc. Et donc c'était la culmination de ce projet. Donc je vais vous parler un peu de tout ça, et puis vous dire un peu les enjeux et tout ça. Enfin, je vais vous dire des trucs, quoi. J'espère que ça sera intéressant. Donc le premier truc que je voudrais dire, c'est que l'IA dont on parle aujourd'hui tous les jours, et je suis sûr que vous avez des cours d'IA, de machine learning, de réseaux de neurones, etc. D'abord, c'est qu'une petite partie de l'IA, les réseaux de neurones. C'est une toute petite partie, il y a beaucoup d'autres choses, j'imagine, vous savez, il y a l'optimisation combinatoire, il y a plein de trucs. Mais cette branche de l'IA qui est très 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 efficace, qui marche très bien, elle marche pour résoudre ce qu'on appelle en science des problèmes bien posés. C'est peut-être trivial pour vous, mais en fait, c'est intéressant de réfléchir à ce que c'est un problème bien posé. Un problème bien posé, en fait, c'est un problème pour lequel il existe une fonction au sens mathématique du terme. C'est-à-dire une fonction au sens mathématique, c'est un truc que quand on lui donne une entrée, ça donne toujours la même sortie. Hein. Sinon, c'est pas une fonction. Une fonction, je sais pas, f de x, ça donne toujours le même y, quel que soit x. Ça paraît trivial, mais c'est pas du tout évident parce que beaucoup de problèmes se présentent pas comme ça. Mais en tout cas, si vous avez une fonction qui vous donne une évaluation de la qualité d'un résultat, est-ce que ce résultat il est bon, oui ou non, est-ce qu'il est plus ou moins bon, entre 0 et 1, une probabilité, n'importe quoi qui vous donne une valeur de la qualité de la solution d'un objet, à ce moment-là, vous avez un problème bien posé. Si vous avez un problème bien posé et vous avez des données, vous pouvez utiliser de l'apprentissage. Et aujourd'hui, avec les méthodes, bon, je ne vais pas les énumérer, modernes, ça marche très très bien, ça marche souvent mieux que ce que peut faire l'homme. Donc vous avez la voiture automatique, c'est un problème bien posé parce que vous pouvez compter le nombre de morts par seconde, il faut essayer de le minimiser, par exemple, je ne sais pas. Identification de visage, c'est très bien posé, soit c'est le bon, soit c'est pas le bon dans les bases de traits. L'identification en général, les jeux de Go, d'échecs, c'est très bien posé, vous gagnez, vous perdez. C'est tout. Et puis tout, voilà, régression, prédiction, il y a peut-être d'autres catégories de problèmes. Donc, tous ces problèmes-là sont, enfin, toutes ces techniques plutôt permettent de résoudre des problèmes bien posés. Et donc,
il y a des problèmes qui ne sont pas bien posés, et en particulier, donc en IA, autrefois on définissait l'IA comme l'étude des problèmes mal posés. C'est-à-dire que souvent l'IA commence à s'intéresser à un problème mal posé, en le travaillant, il devient bien posé, il sort du champ de l'IA. En fait, le pattern matching, comme on appelait ça autrefois, c'était mal posé, maintenant c'est devenu un champ à part entière. Et l'apprentissage, enfin le machine learning devient de plus en plus un problème bien posé. Donc, de certaine manière, il sort de l'IA. Mais donc, il y a encore des problèmes qui sont mal posés. Et c'est grosso modo tous les problèmes de génération, on peut dire créatif, pas créatif au sens de la création de Dieu machin, mais au sens où il faut créer des objets nouveaux qui n'existent pas. Et très souvent, ces problèmes sont mal posés. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de fonction qui va vous dire cet objet, cette mélodie, cette chanson, ce poème, ce script de cinéma, cette image, cette photo, cette personne, cette fille que vous pensez être très jolie, en fait, il n'y a pas de fonction. Ça dépend des gens, ça dépend du moment, ça dépend de plein de trucs. Donc, il n'y a pas de fonction mathématique qui va vous donner une valeur pour vous dire cet objet est bon ou pas bon, ou il vérifie telle ou telle bonne propriété. Donc tous ces problèmes mal posés, on pourrait presque dire c'est ça l'art au fond. L'art, c'est fabriquer des objets dans un univers où le problème est mal posé. On ne sait pas ce que c'est qu'un beau tableau. Alors évidemment, vous avez des histoires de l'art, vous avez des cours d'esthétique qui vont vous dire des trucs, mais personne ne va jamais vous dire qu'est-ce qui définit un beau tableau, encore une fois une belle chanson, etc. Alors pour moi, c'était d'autant plus fascinant que comme je me suis toujours posé la question qu'est-ce qui fait que cette chanson me plaît et qu'elle est belle, j'ai mis du temps à me rendre compte que ce problème était en effet mal posé, donc il appartient à l'IA au sens fort du terme. Alors en 2016, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, néanmoins, bien que le problème soit mal posé, en utilisant des techniques d'intelligence artificielle, en fait, pratiquement, uniquement, enfin presque toujours des techniques de réseau de neurones, mais pas toujours, pour les appliquer dans les domaines artistiques donc mal posés. Et donc donc je cite les plus, à mon avis, les plus marquants. Donc il y a eu Morgan qui était un trailer. Donc un trailer, c'est une bande-annonce pour un film d'horreur de la Fox. Alors donc ça veut dire que c'était pas une démo de laboratoire, c'était vraiment un vrai objet industriel. Et vous savez combien les bandes-annonces c'est crucial dans l'industrie du cinéma. La bande-annonce est presque plus importante que le film. Parce que c'est ça qui va attirer les gens pour voir le film. Et une bande-annonce, c'est quoi ? Vous avez un film, vous devez sélectionner des plans de film. Vous n'avez pas le droit vraiment d'en créer des nouveaux. Mais vous pouvez les réordonner dans un autre ordre pour créer une petite histoire de quelques minutes qui, elle, est formidable, qui va vraiment vous donner envie d'aller voir le film. Vous pouvez avoir un très mauvais film avec des bandes-annonces extraordinaires, par exemple. Et donc, ça a été fait... Il y a quelqu'un qui a dit oui, c'est vrai, j'en ai vu. Donc ça a été fait par IA. En fait, quand on regarde, l'IA n'a pas tout fait. Elle a fait la sélection des plans en ayant appris préalablement qu'est-ce que c'était un plan de suspense, un plan d'amour, un plan de ceci, etc. Elle a fait la sélection automatique de plans. L'ordonnancement des plans a été fait par un spécialiste, un humain. Mais enfin, c'est quand même quelque chose. C'est quand même une invasion, disons, du domaine de l'IA dans le domaine créatif, industriel, qui est importante, à mon avis. Bon, Spotlight, vous avez peut-être entendu parler, c'est un script, c'est un scénario de film, donc un texte. Un scénario de film, c'est un texte où il y a du texte, il y a éventuellement des dialogues, entièrement écrits par réseau de neurones. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a été fait par Ross Goodwin, qui n'est pas un chercheur, qui est un journaliste américain. Donc, c'est pas, comment dire, ces techniques sont pas réservées aux spécialistes. Bon, il a évidemment appris pour s'en servir beaucoup de choses, mais au départ, c'était pas un spécialiste. Et le film ensuite a été tourné avec des vrais acteurs, et vous pouvez le regarder sur YouTube, je crois, et il y a eu des critiques. Alors le film, il est intéressant de voir ce qui marche pas. C'est toujours pareil, ce qui marche localement, c'est toujours assez cohérent, mais globalement, ça manque de cohérence, ça manque de ce qu'on appelle le sense of direction. Ça manque d'intention, ça manque de plein de choses. Mais le film, néanmoins, il existe et il est raisonnablement intéressant. Bon, le Rembrandt qu'il y a eu par Microsoft est plutôt de l'ordre du pastiche, donc, mais ça c'était un exercice plutôt dans la problème d'imitation de texture, mais donc on en a beaucoup parlé, on le voit pas bien là, mais
Mais il est évident que pour faire ce Rembrandt, on n'a pas juste appuyé sur un bouton. On a quand même dit beaucoup de choses à la machine. On a dit qu'on voulait un portrait comme ci, comme ça. Et ensuite, l'IA a fabriqué les textures qui allaient bien derrière. Et encore une fois, c'est le même problème. La décision de dire je vais faire un portrait de face, de profil d'une femme, d'un homme, etc., ça, c'est pas fait par la machine. C'est fait par quelqu'un ou des gens. Vous avez entendu parler des images de Deep Dream qui sont plutôt de l'ordre de l'hallucination, comme ça. Ça, c'est intéressant, j'en parlerai peut-être un peu à la fin. Ça, c'est des images créées par des réseaux de neurones dans lesquels on a donné plein d'images et qui sont utilisées dans un mode un peu random walk, mais qui sont intéressantes. Et puis, oui, là, j'ai oublié son nom, là, au milieu, là, lui, il fait de la cooking, c'est comment ça s'appelle, il invente des recettes de cuisine avec de l'IA. Mais lui, il y a IBM Watson, il les fait pour de vrai dans des vrais restaurants à New York. Donc c'est aussi ça qui a changé, c'est que c'est plus des expériences de labo, c'est vraiment des trucs dans le vrai, comme on dit, le real world, le truc out there, là, dehors. Et donc ça change beaucoup, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt derrière. Alors, moi, ce que je voudrais vous parler, c'est l'utilisation de l'IA pour un problème vraiment mal posé, très mal posé, qui est la fabrication de musique. Donc il est mal posé, encore une fois, dans le sens où personne n'est capable de dire ce morceau il est bien ou il n'est pas bien, c'est-à-dire tout le monde est capable de le faire, mais il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de valeur objective. Aujourd'hui, on considère que Bach est un grand génie de la musique baroque, mais c'était pas vrai au XVIIIe siècle. Ça change dans les cultures, ça change avec le temps. On considère que Picasso est le plus grand artiste du monde, mais peut-être dans un siècle on dira autre chose. Donc il n'y a pas de vérité objective à la valeur d'une œuvre ou à la valeur d'un artiste, c'est un truc culturel. Je vais vous parler de ça quand même, mais avant, je voudrais vous dire qu'il y a quand même dans le champ de la musique des problèmes bien posés. D'ailleurs, s'intéresser à un problème mal posé, c'est souvent un moyen d'extraire au passage des problèmes qui, eux, sont bien posés. C'est comme ça qu'on arrive à faire de la recherche, qu'on arrive à publier des papiers au passage. Parce que si vous voulez être chercheur, il faut publier. C'est très dur de publier des résultats de problèmes mal posés, parce que les gens vont vous dire votre problème il est mal posé, il n'est pas intéressant. Donc au passage, il y a des problèmes bien posés. Donc là, je parle de certains résultats qu'il y a eu à Spotify, mais c'est pas, il y en a eu ailleurs. La séparation de sources, c'est-à-dire vous avez un morceau entier mixé et vous voulez avoir que la voix ou la basse ou la guitare ou je sais pas quoi. C'est un vieux problème, la séparation de sources, qui a été traditionnellement traité avec des approches mathématiques, de traitement du signal assez hardcore, avec des résultats pas extraordinaires. C'est un problème très très difficile. Et tout à coup, avec le deep learning, si on a énormément d'exemples, ce qui est le cas, par exemple, on a beaucoup de titres, ce qu'on a à la fois sous forme mixée et sous forme avec les pistes séparées, ben on peut apprendre, on peut constituer des réseaux de neurones pas très compliqués, qui arrivent à apprendre la différence et ensuite à séparer. Ça marche extrêmement bien. J'étais à workshop sur le deep learning à Rennes en septembre, avec des spécialistes de séparation de sources, qui disaient notre domaine a disparu. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce que du point de vue mathématique, les problèmes restent toujours les mêmes, mais on a des techniques qui marchent. Donc ce qui a disparu, c'est la motivation pour s'intéresser à un truc qui est résolu. Si vous voulez. Pas résolu, bon, là, je me ferai engueuler s'il y avait des spécialistes, mais disons que voilà, il y a quand même des problèmes c'est des problèmes bien posés, relativement bien posés. Bon, je ne vais pas décrire comment ça se passe. L'alignement de paroles, problème très difficile en fait techniquement. Vous avez une chanson, vous voulez savoir à quel moment la personne chante et qu'est-ce qu'elle chante. Bah, il faut en effet déjà avoir la voix, extraire, comprendre ce qu'elle dit, savoir quels sont les mots, et savoir à quel moment ils arrivent. Donc tout ça maintenant, ce sont des problèmes qui sont bien posés, mais qui sont bien résolus, enfin relativement bien résolus. Bon, il y a plein de problèmes du style, enfin tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle les espaces latents, c'est-à-dire trouver des représentations des titres de musique, par exemple, qui soient tels que la proximité dans cet espace indique une proximité sémantique, ce qui permet de faire de la recherche, de la recommandation, tout ça. Alors ça aussi, avec le deep learning, ça marche très bien. Et ce sont des problèmes relativement bien posés parce qu'on peut estimer dans quelle mesure deux titres proches dans l'espace sont en effet proches musicalement. On retrouve des clusters de genres, d'instruments, etc. Bon. Donc tout ça pour dire que c'est des problèmes bien posés.
J'en mentionne un qui, moi, m'intéresse énormément, mais qui est très nouveau, et j'espère publier un papier bien sûr, bientôt là-dessus, qui est c'est le problème du skip. Donc on peut appeler ça le problème des jeunes. Alors je vais pas faire une démo, mais lorsque les jeunes, je ne sais pas si vous êtes encore jeunes, vous êtes déjà vieux, mais les gens qui écoutent la musique, qui sont jeunes aujourd'hui, ils font pas comme moi, où je mettais un disque et puis j'attendais que le disque s'arrête. Ils écoutent et ils skippent tout très vite. Donc parce que l'abondance. Parce que quand il y a 30 millions de titres, on va pas s'embêter à attendre 10 secondes. Hein. Donc si les Pink Floyd aujourd'hui sortaient des disques, ils auraient 0 stream probablement. Ou 18. Donc quand on regarde, ce qu'on regarde, c'est le profil des skips, c'est ce que font les gens quand ils écoutent la musique. Encore une fois, je dis les jeunes, c'est pas péjoratif, mais c'est parce que c'est eux en majorité qui écoutent la musique avec ça. Ben, ils skippent. De temps en temps, ils skippent pas. Bon, heureusement, parce que sinon. Mais la plupart des gens, on peut s'intéresser au profil des skips dans le temps, c'est-à-dire en X c'est le temps. Ça c'est en fait, ça c'est une sorte de moyenne sur plein de titres, mais tous les titres ont à peu près la même tête, c'est-à-dire 80% des gens skippent avant 10 secondes. Et après, ils arrêtent, et puis après, on peut s'intéresser à ce qui se passe en zoomant une fois que la plupart des gens sont partis, ceux qui restent, comment ils skippent. Et alors là, il y a des informations très nouvelles, puisqu'on a des informations qui peuvent être très très précises à la milliseconde près, sur combien de gens ont skippé tel morceau à tel instant. Et un des trucs intéressants, c'est de comprendre, de les prédire par exemple. Imaginez que si vous pouvez prédire les skips à l'avance avec l'audio, ça donne des outils de composition incroyables dans lesquels les compositeurs pourraient manipuler au fond la réception de l'audience avant même que le titre existe. Donc ça, c'est des trucs très intéressants. Et ce sont des problèmes assez bien posés parce qu'il y a plein de données. Pour la prédiction de skip, on a une base de train, une base de test. Il suffit de voir si le système prédit correctement. Et on a fait un travail là-dessus qui montre que oui, on peut le faire, c'est assez fort. Mais bon. Il y a un blog qui s'intéresse, Paul Lamère, j'ai une erreur, c'est pas un K, c'est un L, qui a fait des études sur la moyenne sur les profils de skip en moyenne. Il montre des choses assez intéressantes. Ça, c'est le profil général. Donc tous les gens skippent au début, puis après ça se calme. Puis après, les vagues différences en fonction de l'âge, etc. Donc tout ça pour dire, ce sont des problèmes bien posés, relativement. Donc voilà. Je m'intéresse, moi, au problème de pourquoi j'aime une chanson. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne chanson? Et alors, je voudrais déjà répondre à une question que vous n'avez pas encore posée, mais que vous ne poserez donc pas, puisque j'y réponds déjà, qui est de dire, mais si, voyons, le problème de l'écoute, il est bien posé, puisque vous avez le nombre de streams pour chaque chanson, donc vous avez un indice de ce qu'on a du succès de chaque chanson, d'accord? Il y a des chansons qui sont écoutées Ed Sheeran, je sais pas, 1,5 milliard de fois, et puis Biry Lagrène, beaucoup moins, etc. Bon, donc il y a une valeur. Pourquoi pas utiliser cette valeur comme ce qu'on appelle le ground truth, et puis essayer de la modéliser, n'est-ce pas? Vous la posez cette question, non? Ceux qui dorment pas. Alors ça, c'est très intéressant. Et ce que je voudrais dire tout de suite, c'est ce qu'on appelle donc en anglais la popularity, c'est-à-dire le succès ou la valeur de, disons, ce qu'on pourrait dire la popularité en français, quoi qu'en français le mot soit un peu péjoratif, mais la popularité d'un objet, c'est tout simplement son chiffre de vente, ou son nombre, ou combien de fois le truc a été écouté, ou combien de fois il a été acheté. Alors ça, on pourrait dire, alors ça, et je vous recommande, s'il y a un message, c'est de lire ce papier, qui n'est pas de moi du tout, qui date de 2006, qui a été paru dans Science, qui est un des plus gros, un plus importants journaux scientifiques, dont le titre est celui-là, Experimental Study of Inequality and Unpredictability in Artificial Cultural Market, par un certain nombre de gens, Salganic, mais c'est surtout Watts, type qui s'était beaucoup intéressé à la dynamique des réseaux sociaux, mais avant qu'il existe des réseaux sociaux. Et ce papier est extrêmement intéressant, parce qu'il dit, grosso modo, que les données de popularité dans les marchés culturels, c'est-à-dire grosso modo tous les marchés qu'on connaît, que ce soit de la musique, des chaussures, des voitures ou peu importe, sont des données chaotiques. Donc je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer ce papier, parce que je pense qu'il est fondamental.
Donc ce qu'ils ont fait, c'est une expérience qui est vraiment très très ingénieuse, qui est la suivante. Ils ont pris des morceaux, c'était il y a 10 ans, hein, 2006, il y a 12 ans, donc c'est vieux. Ils ont pris plein de morceaux de musique que les gens connaissaient pas, hein, de la musique de groupes peu connus, et ils ont fait deux groupes ils ont pris des gens pour écouter la musique. Ils ont fait deux groupes. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin ils ont fait deux groupes. Grosso modo, un groupe dans lequel les morceaux leur étaient présentés au hasard sur une page web. Bon, c'était du web de l'époque, vous voyez, c'était vieux. Et ils pouvaient écouter ce qu'ils voulaient. Et puis s'ils voulaient réécouter, ils réécoutaient. Et comme ça, en comptant le nombre de fois qu'un titre a été écouté, on avait une estimation de sa popularité dans ce groupe-là, d'accord ? Et puis l'autre groupe, c'était exactement la même chose. Sauf que les titres étaient triés par ordre de popularité dans le groupe. Vous voyez ? Vous imaginez la scène, c'est-à-dire que, au bout d'un moment, s'il y en a plusieurs qui ont préféré le même titre, ce titre va être présenté en premier, et donc il y aura un effet de ce qu'on appelle avantage cumulatif, cumulative advantage. Et ils ont étudié la popularité dans les deux groupes. En fait, et pour chaque groupe, ils ont répété l'expérience 8 fois pour être sûr que voilà, il n'y avait pas de biais, d'accord ? Et ce qu'ils ont trouvé, je résume le papier, mais c'est vraiment très intéressant. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que donc le groupe où les titres sont triés par ordre de popularité, en fait, ce que ça fait, c'est que ça modélise ce qu'on appelle la pression sociale. C'est-à-dire le fait que nous ne sommes pas tous seuls sur la planète. Comme dans le film Omega Man, où le type écoute de la radio et est tout seul à Los Angeles. Alors non, parce qu'on se parle et surtout on a les mêmes canaux de diffusion, la radio, la télé, etc. Donc il y a une pression sociale, d'accord ? Les préférences des autres créent une sorte de pression. Et donc lorsque vos titres sont triés en premier, de même que lorsque sur Amazon vous voulez acheter des chaussures et qu'on présente un truc en premier, c'est de la pression sociale. Il a été mis en premier parce qu'il est le plus populaire dans votre groupe. Donc il y a un groupe avec pression sociale, un groupe sans, d'accord ? En fait, il y a plusieurs niveaux de pression sociale, je passe. Et bien en fait, quand on augmente la pression sociale, on augmente l'inégalité. C'est-à-dire que sans pression sociale, il y a des petits tubes, c'est-à-dire il y a des morceaux qui sont un peu préférés à d'autres, et de manière constante, dans les 8 fois qu'on répète, c'est toujours les mêmes. Donc ça veut dire que ces morceaux-là, ils sont un peu meilleurs que les autres. Mais si vous mettez la pression sociale, il y a des super mégatubes. D'accord ? Donc augmentation de l'inégalité. L'inégalité au sens non-homogénéisation des préférences. Ce n'est pas un truc moral, c'est juste un truc économique. Si vous rajoutez la ration sociale, ça c'est le plus intéressant, vous augmentez l'imprévisibilité. Grosso modo, ça veut dire que dans les 8 fois qu'on répète l'expérience sans pression sociale, on a à peu près la même chose. Et qu'on répète 8 fois avec pression sociale, on a des super mégatubes, et ce n'est pas les mêmes à chaque fois. Alors ça fait réfléchir. Ça veut dire que les super mégatubes, si on revient en arrière, on recommence, on n'est pas sûr que ce soit les mêmes. Donc ça s'explique par plein de choses, ce qu'ils appellent les early arrivers. C'est les premiers en fait qui se sont manifestés, qui vont faire que ça va monter. Comme il y a beaucoup de pression sociale, l'avantage cumulatif est énorme pour celui-là ou ceux-là. D'accord ? Ça c'est une explication métaphorique. D'accord ? Mais donc ça, et puis par ailleurs, ça augmente la convexité. Ça veut dire qu'un titre qui est un tout petit peu mieux, il va être beaucoup plus populaire sous pression sociale. Donc grosso modo, comme nous vivons dans un univers avec la pression sociale, je ne sais pas si vous avez remarqué, les données de popularité, elles sont inutilisables pour modéliser quoi que ce soit. Parce qu'elles dépendent des conditions initiales, de la température, voilà, c'est pas random, mais c'est chaotique. Donc vous ne pouvez pas prendre ça pour modéliser un système, c'est pas sérieux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous pouvez quand même essayer, mais bon. Donc c'est pour ça qu'il y a un truc qui s'appelle HSS, Hit Song Science. Donc la science des tubes, qui est un truc qui sort régulièrement tous les 2 ans. Il y a des papiers dans les journaux pour dire telle boîte, telle start-up de Barcelone est capable de prédire si tel morceau va être un tube. Tout ça, c'est vraiment, comme disait mon directeur de thèse, pré-rationnel. C'est la pensée pré-rationnelle, c'est-à-dire avant l'âge de pierre. Donc voilà, ceci étant dit.
ça fait longtemps que les gens essayent d'utiliser l'IA quand même pour faire de la musique. Sauf qu'ils n'essayent pas de faire des tubes au sens de faire des trucs populaires, parce qu'on ne sait pas très bien comment ça marche. Ils essayent tout simplement de faire la musique intéressante. Mais c'est quoi la musique intéressante? Ah bah oui, on ne sait pas trop. Alors ici, là, je vous ai joué quelques secondes d'un truc que tu avais fait en 1956. Donc c'est à peu près les débuts de l'IA. Donc dès que l'IA est apparue, il y a déjà eu de la musique faite ordinateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'Iliac Suite, c'est sur YouTube, vous pouvez l'écouter. C'est des chaînes de Markov. À l'époque, Markov s'écrivait avec 2 F, pour dire que c'était pas du tout, pas tellement utilisé. Qui essaye d'imiter vaguement le style de quatuor de Bach, de chorale de Bach, pardon. Et je vous suggère de l'écouter parce que c'est très intéressant. Les techniques très rudimentaires, donc ça, moi j'ai beaucoup étudié, je vais en parler un peu, mais le résultat est drôlement intéressant, musicalement. Au fond, il est plus intéressant que ce que je vais vous montrer après, qui a été fait avec un réseau de neurones, qui est beaucoup plus stylistiquement cohérent, beaucoup mieux du point de vue de l'écriture baroque, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus intéressant, alors que ça utilise des techniques extrêmement rudimentaires. Donc ce qu'on a fait dans Flow Machine, on s'est intéressé, en fait, on est parti justement des modèles de chaîne de Markov qui sont très simples. Un Markov, c'est un mathématicien russe du 19e, fin du 19e, parce qu'on s'est intéressé aux problèmes de contrôle, et c'est ça dont je vais essayer de parler un peu. Donc grosso modo, je reviens vraiment très en arrière. Une chaîne de Markov, si vous voulez, c'est un processus temporel dans lequel vous avez, c'est un automate, vous avez des états, donc le système va passer d'état à un autre état avec des probabilités. Donc en fait, il y a beaucoup de phénomènes que vous pouvez modéliser avec des chaînes de Markov. Et l'hypothèse derrière de Markov, vous pouvez faire ça que si le système il est markovien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire grosso modo que la probabilité d'un état de passer dans un état SI, sachant tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, de S1 à SI-1, ne dépend au fond que du dernier état. Donc il n'y a pas de mémoire, si vous voulez. Ou en fait, il y en a, mais un petit peu. Donc ça, c'est l'ordre 1. L'ordre n, on dépend des n derniers états. Donc ça veut dire qu'au fond, on peut oublier d'une certaine manière l'historique de ce qui s'est passé pour bien prévoir ce qui va se passer dans le futur. Et ces modèles, bon, ils sont justement beaux parce qu'ils sont simples et ils permettent de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travaux théoriques là-dessus, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais nous, ce qui nous a intéressé, et ce qui continue d'être le sujet aujourd'hui en IA et en musique et en général, c'est de dire, voilà, on va prendre des corpus de musique, mais je vais donner des exemples, on crée des modèles, et donc ça c'est le learning, le training, et ensuite, à partir de ça, on génère des trucs nouveaux, donc ça s'appelle la génération, sampling, tout ça c'est pareil. Donc on a un modèle, on va le sampler, on aura donc quelque chose de nouveau, et par définition, par construction, il aura les propriétés statistiques des éléments du corpus. Bon, et ça, donc, c'est très facile à faire avec une chaîne de Markov. En Python, ça se fait en quelques lignes. Mais avec un réseau de neurones, ça se fait en quelques lignes aussi. Hein. C'est d'ailleurs même peut-être moins encore, parce qu'avec les librairies d'aujourd'hui. Donc ça, entraîner un modèle, quel qu'il soit, à partir d'exemples, et faire du sampling, c'est très simple. Mais ce qui est compliqué à faire, c'est de rajouter des contraintes. C'est de dire, ah, mais en plus, je voudrais que la solution que je génère, la séquence, puisqu'en musique, on va faire des séquences en général, ben, pas toujours, mais bon, je voudrais qu'elle ait telle et telle propriété. Par exemple, je voudrais que je voudrais créer une séquence de 10 notes, entraînée, avec un modèle entraîné sur des improvisations de Charlie Parker ou n'importe quoi d'autre, et je veux faire des séquences de 10 notes, 3 lignes de Python. Je veux faire des séquences de 10 notes telles que la dernière note soit égale à la première. Allez-y. Comment vous faites? On ne vous a pas dit qu'il y avait un examen qui comptait pour le... Eh bien, comment vous faites? Vous faites du generate and test. Vous en faites plein, des millions, et puis vous gardez celles qui vont bien. Alors, generate and test, on faisait ça dans les années 50. Aujourd'hui, c'est interdit. Hein. C'est considéré comme aussi pré-rationnel. Donc nous, on s'est intéressé, en l'occurrence, le problème de vérifier que des égalités binaires dans une chaîne de Markov, je vais revenir très rapidement, mais vous voulez créer une chaîne de Markov finie et faire en sorte que xi égale xj, avec des valeurs de i et j données, en fait, c'est un problème NP complet. Il est très dur. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution, polynomiale.
Je ne sais pas si vous faites de la complexité aujourd'hui. Et qui ne sait pas qui ne sait pas que P et NP sont égaux? Voilà, ils sont pas égaux. Mais vous savez qu'ils sont pas non plus pas égaux. Donc c'est un problème ouvert. Mais bon, il y a des problèmes P, problème NP, et on ne sait pas encore si P égale NP, mais en tout cas, les NP sont beaucoup plus durs a priori. Donc ce qui est dur, c'est contraindre des modèles. Que ce soit des chaînes de Markov ou des réseaux de neurones, c'est ça qui est dur. Pourquoi c'est ça qui est dur et pourquoi c'est ça qui est intéressant? Parce que quand on fait de la musique ou quand on veut écrire une chanson ou un livre ou un scénario, on va mettre plein de contraintes. On ne va pas simplement se laisser aller à écrire n'importe quoi, ce qu'on appelle en anglais du random walk. On appelle ça aussi drunken walk, hein, la marche du... Donc c'est-à-dire je gère un peu sans mémoire et bon c'est ce qui se passe avec les images hallucinées de Google Dream, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle. Mais dès que vous voulez mettre du contrôle, je veux que la dernière note soit égale à la première, je veux que ça module que 3 fois, je voudrais que ça soit en do majeur et qu'il n'y ait pas plus de 2 fois un fa dièse ou des trucs comme ça. C'est comme ça que les artistes créent. C'est qu'ils essayent d'imposer des propriétés, on peut appeler ça des contraintes, à l'objet qu'ils veulent créer. Et ben ce problème-là est très dur. Donc j'insiste, hein, le problème du sampling sans contrainte, il est très facile pour tous les modèles statistiques qui existent. Dès que vous rajoutez des contraintes, ça devient très dur. Donc dans Flow Machine, en fait, on s'est intéressé à plein de contraintes différentes dont on pensait qu'elles étaient utiles dans le domaine de la création. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut résoudre ce problème de manière polynomiale? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des algorithmes qui permettent de sampler en vérifiant la contrainte? Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà utilisé tout mon temps. 10 minutes, j'ai même pas commencé. Donc je vais aller très très vite. Les contraintes positionnelles unaires, c'est-à-dire je veux générer un truc et je veux qu'à la position 12, il y ait telle valeur, on appelle ça contrainte unaire parce qu'il n'y a qu'un seul argument, ou positionnelle, on peut les régler de manière polynomiale, ça on l'a montré par un certain nombre de papiers avec des chaînes de Markov, non homogènes. Donc ça permet déjà de faire beaucoup de choses, de dire alors ce problème, j'ai pas le temps de dire, mais il est assez subtil, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est sampler en vérifiant la contrainte, mais de telle manière à ce que toutes les solutions qu'on va produire, elles aient la probabilité qu'elles ont dans l'espace initial, modulo un certain facteur constant. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de respecter les probabilités dans l'espace initial. Donc ça, on a montré que c'était vrai, que c'était possible. Je vais en mentionner quelques-unes rigolotes. La métrique, c'est compliqué. On a montré qu'on pouvait sampler sous une contrainte d'un langage régulier. Un langage régulier, vous savez ce que c'est? L'expression régulière, la hiérarchie de Chomsky, non? Donc dans les langages, vous avez les expressions régulières, ensuite les automates à piles, etc. Et vous avez toute une hiérarchie de complexité des langages. Donc les langages réguliers se représentent sous la forme d'automates finis. Ils permettent de faire beaucoup de choses. Oui. Désolé. Et donc, on a montré qu'on pouvait sampler un modèle statistique sous une contrainte régulière de manière polynomiale. Alors, ça vous paraît abstrait tout ça, mais ce qu'on a pu faire avec ça, c'est construire l'automate de manière polynomiale correspondant à quelques chansons des Beatles. Alors là, c'était des partitions, ce qu'on appelle des lead sheets en anglais, c'est-à-dire mélodie et harmonie au-dessus. Ça, c'est l'automate. Bon, on voit rien, mais c'est pour vous dire que l'automate, il est relativement gros par rapport à la taille du corpus, mais il se construit et il se traite en temps polynomial. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Ça change. On a fait cette chanson qui s'appelle Daddy's Car dans le style de 45 chansons des Beatles, qui a eu beaucoup de succès sur YouTube. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites de la recherche, vous mettez une vidéo de votre résultat, vous avez en général 25 views. Si vous dites ça à vos enfants, vous en aurez 28. Donc là, on en a eu 2 millions, donc on était très, très, très fiers. Et cette chanson, donc, elle est intéressante, j'ai pas le temps de vous donner les détails, mais parce qu'elle reprend des patterns des Beatles. Je ne sais pas qui fait de la guitare ici, je sais qu'il y en a au moins un ou deux, mais il y a des patterns des Beatles
particulier des descentes chromatiques typiques que la chanson reprend, mais réinstancie dans des contextes nouveaux. Donc ça, c'est très intéressant. Donc tout ça s'est fait grâce au fait qu'on pouvait sampler des modèles de Markov sur Regular. Pourquoi? Parce que Regular permet d'implémenter la métrique et qu'on voulait des chansons métriques. C'était une chanson qui tombe avec 4 bits par mesure et pas 5 de temps en temps ou des choses comme ça. Donc, les égalités binaires, c'est NP complet, grosso modo. Ça, c'est très étonnant, parce que ça a l'air très simple, mais en fait, on a démontré que c'est NP complet. On peut le démontrer, il y a un joli papier là-dessus. Donc, ça veut dire c'est difficile. Donc, n'essayez pas de le faire. Celui-là, il est très beau. Max Order, on a écrit une BD même sur ce problème. Donc, le problème est le suivant. Vous avez une chaîne de Markov. Vous voyez ce que c'est que cette chaîne de Markov. Vous pouvez augmenter l'ordre, c'est-à-dire la taille du passé que vous considérez pour générer le suivant. Mais plus vous augmentez l'ordre, plus vous allez générer des choses cohérentes, mais aussi des choses plagiantes. Vous allez au bout d'un moment recopier le corpus. Parce qu'en fait, vous n'avez pas assez l'exemple de l'ensemble d'apprentissage n'est pas assez grand. Donc nous, ce on a voulu construire, c'est des chaînes de Markov dans lesquelles on pouvait augmenter l'ordre, mais empêcher que ça recopie des bouts entiers du corpus. En tout cas, des bouts supérieurs à une certaine longueur D, qu'on appelle l'ordre max. En Markov, on ne parle jamais de l'ordre max. Et donc, on a montré que le problème de faire respecter un ordre de max était en fait, il avait l'air très compliqué, mais il était aussi, on pouvait le faire de manière, voilà, comme vous avez là, c'est-à-dire de manière polynomiale. Donc là, vous voyez, vous créez un morceau dans le style de Michel Legrand. Il est super ce morceau, mais il est complètement plagiant. C'est un bout de truc qui existe, donc c'est pas du tout intéressant. Là, vous en avez un autre, et là, on a montré les bouts qui sont plagiants. Ils sont beaucoup plus petits, et on peut contrôler, disons, la taille du plagiat, et donc être sûr que le morceau génère vraiment des choses nouvelles, tout en étant évidemment dans le style 2. Hein. Donc vous avez le problème de la création, il est intéressant parce qu'il faut être dans le style, donc imiter, mais aussi il faut être nouveau. Donc vous avez deux contraintes contradictoires. Donc ça, on a montré en fait que c'était polynomial. Donc dans l'ordre, au début, l'ordre est petit, vous créez du junk, n'importe quoi. L'ordre est grand, vous plagiez, c'est vous recopiez. Puis au milieu, il y a un sweet spot. Et là, on arrive à contrôler ça de manière. Bon, il y a des papiers, c'est intéressant. Donc vous connaissez cette chanson? Qui connaît pas cette chanson? Oh, ça c'est. Franchement, ça me déprime. Vous connaissez pas cette chanson? Et ils ont été admis en quelle année? Directement. Donc, je vais vous parler un peu de transfert stylistique maintenant. Donc, ce qu'on fait maintenant dans le projet, ce qu'on a fait, on a travaillé à la fois sur l'audio, sur le son, et sur l'aspect symbolique, les partitions. Donc là, je vais vous le montrer en illustrant par les exemples. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut prendre la partition de cette chanson, pas ce que vous avez entendu, la partition, hein, Ré majeur, Sol mineur, avec les notes, etc. Et ce qu'on veut, c'est là en faire une version, une reprise. Hein, on veut l'orchestrer différemment. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre un autre morceau audio, donc par exemple celui-là, vous connaissez? Qui connaît pas Stevie Wonder? C'est-à-dire Stevie Wonder est plus connu que les Beatles maintenant? You're a falling star. Vous connaissez lui? You're the getaway car. You're the line in the sand when I go too far. Donc ce qui va nous intéresser là, c'est la texture de la voix de Michael Bublé et la texture des chœurs de Stevie Wonder, bon, qui ont été faits pour des chansons qui n'ont évidemment rien à voir avec Michel ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est du transfert, dans ce qu'ils appellent style transfer maintenant, c'est qu'on veut mapper, si vous voulez, ces deux textures sur la partition de Michel. Donc ça maintenant, ça donne ça. S'il vous plaît. Donc ça se fait en un clic maintenant. Ça se fait. Alors, un être humain aurait pu le faire, mais ça aurait pris. Il faut être bon déjà, et puis ça prend du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire des outils dans lesquels on va pouvoir essayer des tonnes de combinaisons beaucoup plus facilement qu'avant. Est-ce que le résultat est intéressant musicalement? Ça, j'ai rien dit. Chacun décide. Ça, c'est une démo. Et après, mais ce que j'essaie de dire, c'est que les technologies permettent de faire des trucs
Vous connaissez Frank Ocean, Super Rich Kid? Ah yes, vous le connaissez? Girl from Ipanema? Ah non, je ne l'ai pas. Attendez. Je suis pas bon avec le Mac. Donc ça, c'est avec la voix de Marvin Gaye, évidemment, qui a jamais chanté cette chanson. Et ce qui est intéressant, vous avez peut-être entendu, c'est que l'harmonie est un peu différente. Elle est liée justement au fait que dans Frank Ocean, il n'y a pas les bons accords, donc il va prendre les accords les plus proches. Et ça crée effectivement des artefacts très recherchés en fait par les musiciens. Donc j'accélère. Donc on a ça. Ce que je vous ai montré, c'est du style transfer pour l'audio, mais on peut se faire aussi de la création de nouvelles chansons. Je vous donne juste un exemple parce que c'est peut-être une des plus belles qui a été faite dans l'album. Donc on est parti de cette chanson, vous connaissez, de... Ah, insensatez. Non, les vieux connaissent, que les vieux. Que você fez. C'est Antonio Carlos Jobim. Vous connaissez Carlos Jobim? C'est un dieu. Si vous allez à Rio, il y a l'aéroport de Rio, il s'appelle l'aéroport Antonio Carlos Jobim, quand même. Et donc, il a fait des très belles chansons. Et même si vous n'êtes pas musicien, voilà une chanson, enfin une partition, vous voyez, il y a une alternance dans cette chanson-là. Hein. Il y a une alternance de rondes, de notes longues, avec des notes à peu près les mêmes, des croches et des noirs. Une alternance. Et puis, il y a des harmonies très riches. Bon, ça, faut regarder plus en détail. Et donc, on a voulu créer une nouvelle chanson dans ce style. On l'a fait. Donc, on a donné plein de chansons des bossa nova de cette époque. Et on a créé une chanson qu'on a appelée Sensitive. Donc, c'est très drôle parce que... Et vous voyez qu'il y a aussi des notes longues, des alternances avec des notes plus courtes et des harmonies, bon, vous allez entendre, très riches. Donc ça a gardé un peu le même style, quoi, d'une certaine manière, en tout cas du point de vue visuel. Donc ça, pour la faire écouter, je vais faire du style transfer. Donc j'ai pris, donc l'artiste qui a travaillé avec nous, c'est Benoît Carré, qui a composé plein de tubes de pop, Lily Cube et tout ça. Donc il avait pris un piano d'une chanson qu'il avait fait il y a longtemps, donc qui n'a rien à voir avec ça. Et puis ça, c'est la voix de King Crimson sur une autre chanson qu'on a donc mappé. Ça veut dire on fait du transfert stylistique. Donc on prend de l'audio et puis tac, on les met là-dedans. Donc si vous voulez, il y a deux choses. Hein. Il y a la composition de ça avec des techniques de machine learning, et puis il y a le style transfer de l'audio. Alors ça, c'est une... Fa majeur, Fa mineur. I'm taking up my wind. I'm taking it's not here. Alors dans le disque, vous avez pas exactement la même version, vous avez ça. Je le dis pour... c'est pas la même voix. Parce que là on n'avait pas les droits. Là on avait les droits. Et des jolis violons derrière. Ça a été fait après. Voilà. Donc ça, si vous voulez, je reviendrai après là-dessus. Donc on a travaillé juste quelques mots. Stromae, donc qui n'a fait qu'un disque, comme vous savez. Il est venu, il a fait 2 chansons, c'est-à-dire il a composé 2 chansons. Et comme tous les artistes, comment ça se passe? Ils arrivent avec des chansons qu'ils aiment ou qu'ils veulent donner à la machine. Donc lui est arrivé avec plein de chansons, avec des rythmes du Cap-Vert, parce que c'est ça qu'il voulait, etc. Et puis ils ont joué avec la machine jusqu'à ce qu'ils soient contents, d'accord? Et ensuite, il a fait 2 chansons. Alors, je voudrais dire un truc ici sur l'évaluation, parce que quand vous faites de la science, on vous dit toujours, faut évaluer vos résultats. Alors, si votre problème est bien posé, c'est très facile d'évaluer. Vous regardez si votre fonction elle est bonne ou pas bonne pour ce que vous générez. Mais si votre problème est mal posé, comme ici, faire une chanson, comment vous évaluez?
Alors vous pouvez regarder la popularité. On a fait 8 millions de streams, c'est pas mal. Mais ça veut rien dire. On en aurait fait 12 ou 8 milliards, ça ne serait pas une indication de la qualité de la musique. Alors comment on fait pour évaluer? Moi, au départ, je savais pas, mais j'ai trouvé, c'est très facile. Quand vous travaillez avec des artistes, pour peu qu'ils soient un tout petit peu connus, mais même s'ils sont pas connus, un artiste ne va jamais signer une chanson qu'il ne trouve pas bonne. Jamais. Il est fou s'il fait ça. Il bousille sa réputation. Donc l'évaluation elle est très très simple à obtenir. Si vous travaillez avec des vrais artistes, si eux ils trouvent que la chanson est bonne, ça suffit. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est bonne, ça ne veut pas forcément dire qu'elle aura du succès, mais c'est déjà une étape extrêmement importante. Les artistes sont les plus exigeants en ce qui concerne, disons, le fait qu'ils vont s'approprier, disons, la paternité ou pas de l'œuvre. Donc c'était le cas avec lui. Donc là, juste quelques secondes d'interview. C'est le même passage qu'entre la musique organique et la musique électronique, quoi. Ou la composition électronique. Enfin, c'est une espèce de gap. C'est ouf, demain, c'est sûr, on fera tous de la musique comme ça, en fait. Donc il dit, on fera tous de la musique comme ça. Bon, c'est lui qui l'a dit, on l'a pas payé pour ça. Mais ça paraît évident. Ça paraît évident parce que quand vous êtes artiste, quand vous créez, mais même quand vous êtes mathématicien, quand vous êtes dans la création, au bout d'un certain âge, vous allez voir, ça vient très vite, on a tendance à toujours faire la même chose. Vous êtes trop jeune peut-être, mais vous allez voir, moi, ce que je montre là, j'y travaillais déjà à votre âge. Quand j'ai fait mon stage de DEA, c'est-à-dire stage de master aujourd'hui, j'ai travaillé sur ça à l'IRCAM en 87. Donc on fait toujours toute sa vie la même chose. Donc c'est très intéressant d'avoir des techniques qui vont vous bousculer, ils vont vous proposer des trucs auxquels vous n'auriez pas pensé, vous pousser un peu en dehors de votre zone de confort. C'est un peu ça le truc. Bon. Donc si ça vous intéresse, là, juste intéressant de savoir qui a fait cette musique, qui la signe, etc. Donc l'artiste, il y a un artiste principal qui s'appelle Skigge, qui est un être humain, qui est Benoît Carré. Skigge, ça veut dire ombre en danois. Pourquoi? Parce qu'il y a un conte d'Andersen qui s'appelle L'ombre, dans lequel il y a un personnage qui a une ombre, et l'ombre, au bout d'un moment, devient vivante, et au fond, prend la place du personnage. Donc il y a une espèce de jeu entre le personnage et son ombre, et au fond, l'IA, c'est un peu ça que ça fait. C'est-à-dire qu'on va lui donner des trucs qui vont faire elle va nous donner des idées intéressantes, un peu comme si c'était un autre nous-mêmes. Voilà. Donc Skigge, c'est un artiste, mais il a fait plein de chansons, donc quinzaine, avec d'autres artistes. Valise, c'était avec Stromae, Hello Shadow aussi, etc. Donc si vous allez sur une plateforme de streaming, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, vous pourrez écouter, bon, et vous avoir une idée. Voilà. Ici, j'avais prévu non, il reste plus de temps. Donc, un autre aspect de qu'est-ce que c'est une bonne chanson. Malheureusement, je ne vais pas vous donner la réponse, mais il y a un truc en anglais qui est intéressant qui s'appelle le earworm, donc le ver d'oreille. C'est-à-dire qu'il y a des chansons qui sont telles que quand vous les écoutez 2 ou 3 fois, elles vous restent dans la tête, vous n'arrivez plus à vous les enlever. Alors, ça peut devenir pénible des fois, mais c'est aussi la caractéristique d'une bonne chanson. Une bonne chanson, c'est une chanson dont on se rappelle. Encore une fois, ça peut être, il y a des contre-exemples. Et donc, je ne peux pas vous démontrer, mais on a observé, et je vous invite à faire l'expérience et à me contacter ensuite si vous avez des remarques, mais si vous écoutez ces chansons plusieurs fois, pas 1000 fois, 2 fois, ou 2 fois, elles ont tendance à vous rester dans la tête. Et donc ça, on ne sait pas trop pourquoi. Par exemple, celle-là. Aurora, starry sky, a holy temple, a mountain high. C'est parce qu'elle combine des éléments connus, des intervalles, déjà entendu, mais des trucs assez étranges aussi. Je vais juste écouter le B. Battle cry, lovely children shed their dreams, angels cried, tears of moonbeams. I son, I know all there is to know. Ah merde, j'arrive plus.
Bref, donc non mais c'est intéressant et je pense que c'est le fond du problème est là, c'est-à-dire comment on crée. Bon, bref. Comment on crée des mélodies qui soient attirantes, nouvelles, intéressantes. Il n'y a rien de plus facile que de créer un truc nouveau. Vous prenez un random generator, vous aurez un truc complètement nouveau qui n'a jamais été fait. Mais ça n'a aucun intérêt. Donc, créer un truc intéressant, c'est donner à l'auditeur ou au récepteur des choses qu'il connaît déjà, sinon il va rien pouvoir construire mentalement. Mais en même temps faire du nouveau dans cette bulle. Donc c'est un problème très intéressant là, au problème de la création, non pas la création générale, mais la création de trucs intéressants, parce que ça consiste à naviguer un peu à la frontière d'un espace, de l'espace de la bulle stylistique de ce qui est déjà connu. Et ça peut devenir, je désespère pas d'en faire un problème bien posé un jour. Bon, j'ai pas le temps de vous parler du reste, c'est pas grave. Les bacs, ce que je voulais vous dire pour conclure sur l'introduction. Avec Gaëtan Adjeres qui a fait sa thèse là-dessus, sur les chorales de Bach. Il a fait un système, bon, je passe, qui modélise les chorales de Bach très bien. Donc ça, c'est un choral de Bach existant. Bon, je vais vite. Et lui, il en a refait une autre version, qui est celle-là, de droite, avec la même soprano. Et on montre que le système a réussi à apprendre au fond toutes les patterns, les règles qu'on apprend en classe d'écriture. C'est dur à l'écriture au conservatoire, c'est 5, 6, 7 ans. Et donc elles sont toutes apprises, ces règles, tout seul, alors que bon, le système a juste eu 200 exemples à manger. Donc ça, c'est très impressionnant. Par contre, ça, donc il y a des tests qui montrent que les gens ont beaucoup de mal à distinguer le vrai Bach du faux. Mais avec le problème intéressant, plus un type est spécialiste dans Bach, plus c'est facile, parce que si c'est nouveau, c'est forcément pas Bach, vu que Bach... Donc ça, c'est une limitation des tests de Turing pour les domaines créatifs. Quand on connaît très bien, un expert connaît très bien quelqu'un, il sait tout de suite si c'est vrai ou faux pour des raisons contingentes, pas pour des raisons objectives. D'accord ? Donc bref, je vais m'arrêter, puisque je vois qu'il y a de l'impatience. Voilà. Donc, je conclus. Les technologies de machine learning, c'est pas du tout un truc stable. Tous les jours, je reçois 20 papiers de recherche. Ça bouge très vite. C'est pas du tout stabilisé. Contrairement au moteur à explosion, par exemple, qui lui est bien connu. Donc, il va falloir attendre. Mais néanmoins, c'est des techniques intéressantes. Tout ce qu'on a montré avec tout ça, c'est qu'on pouvait les utiliser dans un cadre créatif pour donner des idées nouvelles à des artistes déjà établis. Et ça, c'est un grand truc, et je pense que c'est ça l'avenir. C'est de construire des outils, certainement pas d'automatiser quoi que ce soit, mais des outils qui vont donner des idées et permettre aux gens de se déplacer un peu plus loin dans leur bulle, dans leur zone de confort. Voilà, un peu pour résumer la situation. Et je ne parle pas de tous les problèmes techniques qui se posent, qui sont intéressants, mais aussi légaux, qui font qu'aujourd'hui, c'est compliqué, ça reste compliqué de parler de tout ça de manière légale. Alors, il y a deux aspects, les entrées et les sorties. La sortie, à qui appartient l'œuvre? Là, c'est pas très difficile. La Convention de Berne, à laquelle la France adhère, dit qu'une œuvre de création artistique ne peut être déposée que par un être humain. Enfin, un ou plusieurs, mais pas par une institution et certainement pas par une machine. Donc il faut qu'il y ait une intervention humaine pour qu'il y ait œuvre d'art. Ça, c'est un principe fondamental du droit d'auteur. Donc il n'y a pas tellement de problème sur la sortie. Si quelqu'un a juste fait clic, il n'y a pas d'œuvre d'art, même si le truc est génial. Et après, il y a plus de problèmes sur les entrées. Quel est le statut de ce qu'on donne à manger à la machine? Faut-il avoir les droits ou pas? Donc il y a un gros débat en ce moment au Parlement européen là-dessus, sur les nouvelles directives sur le droit d'auteur. Il y a des débats passionnés, même plus que ça, entre les ayants droit qui veulent évidemment qu'on ait les droits, ce qui est tout à fait impossible. On ne peut pas avoir les droits sur 1 million d'œuvres, et encore moins sur les Beatles, par exemple. Et d'autres qui disent non, il n'y a pas besoin, parce qu'on ne les utilise pas vraiment, les œuvres. On les étudie, on les analyse, mais le modèle, lui, une fois qu'il est créé, il ne contient plus les œuvres. Il contient des choses qui sont beaucoup plus abstraites. Au fait, il fait un peu ce que fait un artiste, un être humain. Quand il écoute de la musique, il y a des trucs dans le cerveau qui restent, mais il ne demande pas le copyright de tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a été. Donc il y a de gros débats,
Et je vous encourage donc à écouter tout ça et à faire votre propre opinion. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent poser une question. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi j'ai une question, est-ce que tous vos concurrents sont aussi à la pointe que vous dans la recherche sur ce genre de choses? Ah oui, quand j'étais au pont, à votre place, il devait y avoir 50 personnes dans le monde qui s'intéressaient à l'informatique musicale. Aujourd'hui, il y en a partout. Donc il y a des concurrents dans toutes les universités, il y a des groupes de recherche qui s'intéressent à la modélisation de la musique. Pourquoi? Parce que il y a de temps en temps des problèmes bien posés. Par exemple, Bach, c'est assez bien posé. Comment remettre de la structure, etc. Donc il y en a partout, il y a beaucoup de compétitions dans les universités, il y en a aussi beaucoup dans le privé, il y a Magenta chez Google, il y a des gens chez Facebook, il y a je connais pas d'endroit où il n'y a pas de gens qui travaillent sur ce genre de problème. Donc moi, ce qui me distingue de tous les autres, c'est pas pour faire le malin, mais c'est que d'abord je déteste faire les trucs pareils que les autres. Ça c'est un truc, je pense que c'est une bonne leçon en général. Donc la grosse différence, c'est que moi, je veux faire de la vraie musique avec. Si vous regardez les démos qui sont produites par les tonnes de gens qui font de la recherche, vous avez des jolies démos. Vous n'avez pas de la vraie musique. Donc moi, ce qui a changé à Sony et maintenant à Spotify, c'est qu'on travaille avec des vrais musiciens dès le départ. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une idée en se disant, tiens, je voudrais faire un système qui fasse ceci, qui fasse cela, etc. Très vite, on bricole un petit machin qui marchote, et on le donne dans les pattes d'un musicien et on voit est-ce que c'est effectivement intéressant, utile, et on essaye de travailler avec eux pour que ça aille dans la bonne direction. Je pense que ça change tout, parce qu'aujourd'hui, dans recherche, là j'ai mis des références, là on va sortir un bouquin là, dans quelques semaines sur le deep learning et musique, même 2 d'ailleurs, mais bon, il y a plein de problèmes bien posés dans lesquels les gens s'engouffrent. Comment par exemple générer une séquence dans laquelle il y a de la répétition-variation d'un motif? C'est vachement difficile en fait. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui est utile pour le musicien? Je ne suis pas convaincu par exemple. Pourquoi? Parce que plus votre système est intelligent, plus il est malin, moins l'intervention de l'homme est intéressante, moins le résultat est intéressant. Parce que le musicien, il veut faire partie du processus de création. Donc ce qui nous distingue, c'est à la fois on essaie de faire des trucs originaux en termes de technique. Il faut voir que le deep learning, c'est un espèce de raz-de-marée dévastateur qui est très puissant, mais qui détruit aussi les efforts d'invention. Grosso modo, tout le monde fait pareil. Tout le monde fait des GAN, des VAE, des deep networks comme ci, comme ça. Et il faut rajouter à tout ça des ingrédients qui viennent pas du type du machine learning, des ingrédients qui viennent de l'optimisation combinatoire, moi j'en suis persuadé, et tout un tas d'autres domaines. Et pour faire ça, donc, on travaille avec musiciens. Donc la compétition, oui, elle est énorme. Elle est énorme. Il y a plus de compétition aujourd'hui en informatique musicale qu'il y en a dans l'optimisation combinatoire en résolution de contraintes. C'est dingue. Mais et parce qu'il y a des enjeux aussi qui sont devenus plus grands. Mais donc il faut essayer d'être original. Et une des manières de le faire, c'est de faire de la vraie musique. Donc là, on va sortir bientôt des nouveaux titres avec des nouvelles technologies qui sont intéressantes. Et il faut évidemment les proposer aux gens et accepter les critiques et tout ça. Mais bon, compétition intense. Merci. Quand on voit par exemple les débats qu'il y a eu sur l'album de Chris and the Queen, où tout d'un coup on l'a critiquée parce qu'on lui disait qu'elle avait fait du plagiat finalement. Donc il y a un problème de propriété intellectuelle, il y a un problème. On lui disait qu'elle avait fait quoi? Plagiat, parce qu'en fait elle répondait qu'elle ne l'avait pas fait du plagiat, mais qu'elle avait repris comme des milliers de gens des musiques qu'elle avait accumulées en fait. Donc il y a un problème de propriété intellectuelle, il y a un problème de valeur. Est-ce que cette musique a de la valeur si c'est finalement un amas de musique? Comment on fait valoir que ça a de la valeur? Mais je ne pense pas que les choses aient changé. D'abord, le plagiat, ça existe depuis le début de la création du monde. Il n'y a pas plus de plagiat, il y en a plutôt moins maintenant parce qu'on peut faire des algorithmes avec garantie de non-plagiat. Ça, c'est un domaine sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc le plagiat, si quelqu'un veut faire du plagiat, rien n'empêche de le faire. Donc il ne fera pas plus avec de l'IA. Il faut voir que le plagiat, c'est très mal vu. Un artiste ne veut pas être, d'ailleurs un chercheur non plus, et en général, donc c'est pas quelque chose que les artistes recherchent.
Après Christine and the Queens, j'ai pas suivi ce débat, mais nous on a travaillé avec le producteur, l'ingénieur du son de Christine and the Queens, c'est lui qui a mixé notre album. Mais je comprends pas très bien ces débats, parce que encore une fois, l'objet musical intéressant, il est rare. C'est très facile de générer automatiquement une mauvaise chanson, et on peut faire ça depuis très longtemps. Prenez Band in a Box, ça existe depuis les années 80. Il y a plein de logiciels pour faire des chansons déjà depuis très longtemps. Brian Eno a fait des trucs. Ça existe depuis longtemps. C'est juste que ça c'est pas très intéressant ce que ça produit. Donc la différence entre une mauvaise chanson et une bonne chanson, elle est infime du point de vue de la tangible. Il n'y a pas plus de notes ou je sais pas quoi, mais elle est énorme. Et pour passer d'un à l'autre, il faut qu'il y ait un artiste qui lui décide quoi mettre dans la machine, décide quoi garder, quoi jeter, qui donne une intention, ce qu'on appelle en anglais donc le sense of direction, qui manque énormément, qui manque totalement même des algorithmes. L'algorithme aujourd'hui, ils savent pas, ils n'ont pas d'intention, ils n'ont pas ce qu'on appelle en anglais le sense of agency, qui fait que votre truc il va quelque part, votre chanson elle va quelque part. On ne sait pas faire ça, techniquement, on ne sait pas faire. Et au fond, donner une intention musicale, c'est un peu comme avoir une conscience. Mais la conscience artificielle, c'est une joke. Il n'y en a pas. Il n'y a pas l'ombre du début d'une idée de comment faire ça avec de l'informatique. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas possible, que ça n'a même pas de sens. Parce qu'une intelligence désincarnée, un disembodied, peut-être ne peut pas avoir de conscience. C'est possible, c'est probable. J'en sais rien en fait. Mais donc en tout cas, on est très loin de ça. Donc on est très loin d'avoir des algorithmes qui tout seuls vont faire des objets intéressants. J'en ai jamais vu, moi. J'en ai jamais vu. Donc je pense que comme disait Benjo, il disait se soucier un peu de l'algorithme qui va créer des trucs intéressants. C'est un peu comme se soucier de la surpopulation sur Mars. C'est-à-dire, on peut le faire, mais c'est pas très urgent. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est exactement. Et moi, je reviens aux années 80 que vous n'avez même pas connues. Vous êtes trop jeune. Mais en 83-4, il y a eu une révolution incroyable en musique. C'est l'arrivée des échantillonneurs numériques. C'est-à-dire que tout d'un coup, on achetait un clavier, on appuyait sur une note et on avait un son de piano parfait, de guitare, un hit d'orchestre, tout ce qu'on voulait. Alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu là sur l'avenir de la musique qui était condamné, il n'y aurait plus de musiciens, etc. Les gens ont oublié. Mais en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a démocratisé l'usage, l'accès à la création musicale. Mais ici, c'est exactement ce qui est la même chose. On a juste une nouvelle génération d'outils. Alors, ça va pas faire des sons. Enfin, si, d'ailleurs, ça va faire des sons. J'ai pas le temps d'en parler, mais ça va surtout faire des idées musicales. Ça va faire plein de trucs. Mais il faudra toujours derrière un musicien qui en fait quelque chose. Enfin, je sais pas si vous avez fait l'expérience d'acheter un échantillonneur numérique avec des sons formidables. Moi, j'en ai acheté plein dans ma vie. Au bout de 10 minutes, on s'en rend compte qu'on fera rien avec si on passe pas du temps et si on n'a pas des idées et on sait pas combiner ça, lui donner du sens. Donc ça, c'est vraiment, je pense qu'on en est à l'ère de l'outillage et je pense que ça va rester comme ça longtemps. Je vois pas du tout ces algorithmes devenir autonomes, sauf pour créer de la mauvaise musique. Mais ça existait déjà. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Enfin, je suis un peu caricatural, mais bon. Je demandais si vous qualifiez ce que vous faites d'art, parce que pour moi, derrière l'art, il y a un artiste, quelqu'un qui a une histoire, des sentiments, et là, vous faites de la musique, mais est-ce qu'il y a vraiment est-ce que ça peut être qualifié d'art ? Faut demander à Stromae, hein. Moi, j'ai pas internet, là, je peux pas vous montrer, mais dans l'album, il y a eu une quinzaine de musiciens qui ont participé. C'est des vrais musiciens. Il y a Médéric Collignon, ceux qui connaissent un peu en jazz, il y a eu Camille Berthaud, des gens super. Ils étaient tous enthousiastes. Il y a eu il n'y a jamais eu d'album avec autant d'êtres humains, d'une certaine manière. Ils étaient excités par la technologie parce que leur donnait des idées, mais encore une fois, il y a eu à chaque fois des êtres humains qui ont même des musiciens et même des bons musiciens qui ont déterminé le sens de chaque chanson, son intention, etc. Donc, il n'y a rien eu d'automatique. Donc oui, c'est de l'art, absolument. Disons que si ça ne l'était pas, les musiciens n'auraient pas signé les chansons. Ils n'auraient pas dit, c'est moi qui ai fait ça. Ils n'auraient pas voulu.
Donc je pense que c'est une question qui est. Il y a eu beaucoup de débats dans la presse récemment sur voilà l'art, machin, les ordinateurs vont remplacer les artistes. Je pense qu'il vaut mieux regarder exactement ce que ça fait. Encore une fois, les échantillonneurs numériques n'ont pas tué le piano. Pourtant aujourd'hui, vous pouvez avoir des sons de piano Steinway extraordinaires pour rien du tout, mais les Steinway se sont jamais aussi bien portés. Donc il n'y a pas de compétition entre la vieille méthode et la nouvelle, non, c'est juste des nouveaux outils. Et je voudrais donner un exemple qui moi m'intéresse beaucoup, c'est les jeux d'échecs. Donc alors comme vous savez, l'IA a battu Kasparov en 92, je crois, Deep Blue, un truc comme ça. C'est déjà vieux. Enfin, récemment avec le deep learning, on a battu à plat de couture les meilleurs programmes d'échecs à l'ancienne. Donc là, l'IA, là les ordinateurs, là ils battent c'est perdu pour l'homme, quoi. Mais c'était déjà perdu en 92. Et ce qui se passe, c'est que le jeu d'échecs dans le monde n'a jamais été aussi populaire. Vous allez sur chess.com, vous pouvez passer vos nuits entières à jouer avec des êtres humains. Or, ce jeu, il est mort, puisque, comme disait un de mes collègues très justement, le gros problème de l'IA aujourd'hui avec les échecs, c'est de construire un programme qui joue aux échecs qu'un être humain peut battre. Ça, c'est un problème très difficile. Parce que même avec le niveau 8 là sur chess, là c'est déjà très très dur. Hein. Ils ont 2500 Elo facile. Hein. Donc c'est pas parce que le jeu d'échecs est mort pour l'humain. Au contraire, ça a créé un engouement extraordinaire, extraordinaire. Ça n'a jamais été aussi populaire ce jeu, alors qu'il est mort. Mais la musique, c'est pas exactement ça. La musique n'est pas morte. Il y a juste des outils nouveaux. Les gens vont l'explorer, faire plus de combinaisons, être plus audacieux. Parce que si vous écoutez le top 100, le top 1000 d'aujourd'hui. Bon, vous allez dire que je suis un vieux réactionnaire, mais moi je trouve pas ça intéressant mélodiquement, harmoniquement, rythmiquement, timbralement. Je trouve ça d'ailleurs complètement uniforme, ça m'ennuie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens skippent. Et c'est pour ça qu'il y a un renouveau. Enfin, les stars des années 60-70 sont toujours là. C'est parce qu'il y a un manque aussi aujourd'hui. Donc pour moi, ces techniques vont juste permettre plus d'audace, harmonique, mélodique, timbral, rythmique, etc. C'était pour savoir si vous gériez aussi tout ce qui est volume relatif de l'instrumental par rapport à la voix, etc. Alors le mix, donc il y a... Si c'est fait par la machine ou par un être humain. Alors là non, là c'était mixé et le mixage, de manière générale, ce qu'on appelle la production, c'est pas que le mixage, parce que il peut y avoir d'autres choses, mais ça c'est fait pour un être humain et c'est un domaine de recherche qui est en train de naître, ce qu'on appelle l'automix, le mix automatique. Alors c'est un problème qui est particulièrement mal posé. Mais ce que c'est très intéressant, parce que vous arrivez avec votre maquette de chanson, où tout est fait, vous avez toutes vos pistes, vous le donnez à 5 mixeurs différents, vous aurez 5 résultats différents. Donc c'est vraiment mal posé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Mais en effet, maintenant il commence à y avoir suffisamment de données. Quand je dis données, c'est des morceaux pour lesquels on a le multitrack d'un côté et le résultat mixé de l'autre, pour commencer à essayer d'apprendre, avec du machine learning, ce que les ingénieurs du son font. Mais c'est un domaine, le mixage, qui est vraiment tordu, parce qu'il est très dépendant des époques, et très dépendant des écoles. Les Tonmeister en Allemagne, ils vont hurler si vous mettez la guitare comme ça, et l'autre, il va dire le contraire. Enfin bon, il y a des écoles très 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 strictes. Donc, pour moi, l'enjeu, il n'est pas tellement d'imiter un ingénieur du son existant, mais c'est est-ce qu'on peut inventer des nouveaux mix, des nouvelles manières de mixer. Comme les Beatles, par exemple, ont inventé, je suis désolé, mais ils ont inventé beaucoup de trucs, y compris dans le mixage. Hein, ils enregistraient des grosses caisses avec des micros qui étaient faits avec des haut-parleurs qui branchaient à l'envers pour avoir plus de basse fréquence. Donc, ils ont inventé beaucoup de trucs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore inventer des nouvelles manières de mixer? Sachant que ce qui s'est passé dans les années, à partir des 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une augmentation de la compression. Donc les morceaux sont de plus en plus compressés. Le signal prend de plus en plus de place, si vous voulez, il y a moins en moins de vide, puis tout est ultra compressé. Et là, on observe une petite baisse de la compression. Donc il va peut-être y avoir un peu de marge pour faire des trucs nouveaux. Mais jusqu'à présent, l'enjeu, c'était que ce soit juste le plus fort possible. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une question. Il y a toute une communauté de recherche qui travaille là-dessus, sur le mixage automatique et les effets automatiques. Comment appliquer des effets automatiquement.
Bonjour, moi j'aurais juste aimé savoir quel parcours fallait adopter pour commencer une carrière dans l'informatique musicale. Est-ce qu'il faut connaître toute l'œuvre de Chopin ou est-ce qu'il faut faire une thèse dans un labo de deep learning, savoir quelle direction prendre? C'est super d'aller arriver là où les gens me demandent des conseils, c'est quand même... Bah, je sais pas. Écoutez, moi l'autre jour j'ai vu... Moi j'étais obsédé par une question toute ma vie, mais vraiment, j'ai pas fait de carrière. J'ai suivi... Bon, mais je pense qu'aujourd'hui c'est plus difficile qu'autrefois de faire de la recherche. Beaucoup plus compétitif. À l'époque, quand j'étais au Pont, j'ai eu ma bourse de thèse du ministère machin, je me rappelle plus, je l'ai même pas demandé. Enfin, il n'y a pas de compétition. Maintenant, c'est devenu très difficile. Bon. Mais je vous recommande de suivre le cours sur Coursera de Deep Learning de Andrew Ng, parce qu'il y a des interviews. Et à un moment, il y a une interview de Hinton qui dit un truc que je trouve génial. Il dit, alors, il faut lire des papiers. Alors Hinton, il s'en fout de la musique, hein, mais il donne des conseils sur quelqu'un qui voudrait faire du deep learning. Il dit, bon, faut lire des papiers, mais il ne faut pas en lire trop. Parce que si vous en lisez trop, d'abord, ça prend trop de temps, et puis au bout d'un moment, vous apercevez que toutes vos idées ont déjà été toutes faites à l'endroit et à l'envers, donc ça va vous décourager. Donc ce qu'il dit, c'est il faut que vous ayez une idée. Pour avoir une idée, il faut bien commencer quelque part. Vous vous intéressez à un problème. Si vous aimez Chopin, essayez de faire du Chopin. Vous allez voir, très vite, vous allez trouver des difficultés. Hein. Donc vous allez trouver des difficultés, vous allez avoir des idées, et vous poussez votre idée. Et si tout le monde vous dit que c'est une idée idiote, que ça ne va pas marcher, il dit c'est probablement une très bonne idée. Il faut continuer. C'est Hinton qui dit ça quand même. Et moi, dans mon expérience personnelle, où j'ai fait de la recherche un peu dans le public et beaucoup à Sony dans le privé, on a eu plusieurs fois ce qui s'est avéré être des très bonnes idées. Et à chaque fois, j'en ai eu peut-être 2 ou 3 en 20 ans, bon, c'est déjà pas mal. À chaque fois, tout le monde disait que c'était des conneries. Tout le monde. Donc le conseil, moi, faites ce que vous voulez, mais il faut persister. Et même si vous avez tort, vous aurez toujours raison au bout d'un moment en trouvant le bon chemin. Et je trouve qu'aujourd'hui, les chercheurs sont beaucoup trop mimétiques. Tout le monde fait la même chose. C'est affreux. Tout le monde. Donc je sais pas, moi, je serais vous. Qu'est-ce que vous aimez en musique? C'est Chopin ou c'est Enfin, peu importe, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais prenez ça, essayez de faire pareil avec une machine et vous allez tout de suite, moi c'était le jazz à l'époque, mais vous allez tout de suite trouver des problèmes nouveaux, intéressants et ancrés dans un réel, et ça donne beaucoup de force. Plutôt que d'essayer de résoudre les problèmes que tout le monde essaie de résoudre, comme celui de la structure, comme celui de la variation, tout ça. Bon.